Donc, encore une fois, bonjour. Nous vous souhaitons la bienvenue à notre webinaire ce matin sur l'importance des services conseils aux entreprises. Donc, ce matin, M. Gervais, à qui nous disons merci de se rendre disponible pour nous, un homme très occupé, abordera le cycle de vie de l'entreprise qu'il compare au cycle de vie d'une personne. Je voudrais ajouter que M. Gervais a une solide expérience bancaire avec plus de 30 ans dans le système au niveau des banques, tant commerciales localement qu'au niveau de l'étranger. Du point de vue académique, M. Gervais détient une licence en marketing et management et une maîtrise en finance et investissement de l'Université George Washington et une certification à laquelle il tient énormément, il me le disait quand je préparais cette petite introduction, au niveau des PME qu'il a obtenu à l'Institut des hautes études internationales ici. M. Gervais est également propriétaire de 2 firmes, la Tender Capital et l'Institut de la croissance et de développement économique. Donc, encore une fois, bonjour à tout un chacun, bonjour M. Gervais et merci d'être avec nous ce matin. J'aurais bien aimé savoir pourquoi aborder le cycle de vie de l'entreprise comme celle d'une personne. Bonjour tout le monde. Merci Madame Lucien pour cette introduction et bienvenue à ce que je dirais une heure de temps d'échange entre nous qui s'intéressent aux petites et moyennes entreprises. Alors je dois vous dire que je suis très honoré d'être avec vous ce matin et davantage enthousiasmé, d'autant plus que c'est la première fois que je fais cette expérience en présentiel de formation d'habitude, alors virtuelle, d'habitude c'est en présentiel et là c'est un nouveau format. Donc si vous voyez des petites hésitations, j'ai un super technicien avec moi qui me sert de support, donc c'est juste le temps de m'adapter et de m'ajuster. Donc encore une fois, nous allons essayer de répondre au pourquoi que j'ai fait cette comparaison et aussi vous présenter quelques fondamentaux au niveau de la gestion de l'entreprise. Alors, je dis petite entreprise, mais je dois vous dire aussi, il y a aussi l'expression toute petite entreprise qui est la TPE. Je crois, dans notre cas, dans pas mal de cas, ça s'applique pour nous lorsqu'on regarde les différentes tailles de vos initiatives. Les questions, on pourra les poser sur un point spécifique tout au long ou bien les réserver à la fin. Nous allons être assez flexibles tout au long de cette présentation. Donc, au fait, cet échange est en deux sessions. Nous allons regarder le cycle de vie de l'entreprise, la première étape, et après quoi, on ne saurait ne pas regarder un peu ensemble à la prochaine session le financement de ces différents cycles de vie. Nous voilà autour de ça pour faire des échanges avec vous et partager un peu de mon expérience tant au niveau comme créateur et gestionnaire de petites entreprises, mais aussi avec la longue expérience que j'ai eu le plaisir d'avoir dans différentes institutions à les financer. Entendu. Donc, la comparaison, c'est que l'entreprise, c'est comme une personne, elle naît, elle grandit, elle arrive à maturité et peut éventuellement disparaître. C'est ça un risque. Et il y a certaines entreprises que nous avons le plaisir d'avoir en Haïti, que nous avons expérimenté et qui, en cours de route, ont disparu. J'en ai en tête quelques-unes. C'est comparable au cycle de vie d'un être vivant et je vois que c'est une analogie valable. Car, dans un certain sens, nous suivons la même route. On naît, on grandit, on devient adulte, plus vieux, c'est peut-être le cas de certains d'entre nous, pour finalement mourir. Alors, il y a peut-être aussi renaître. Hein. Mais de toute façon, ça se passe de cette manière pour une entreprise et chaque étape est conditionnée par différentes caractéristiques dont le gestionnaire ou le propriétaire devait prendre en considération. Alors, je commence par vous citer 5 grandes étapes. Il y a premièrement la création,
le démarrage, la croissance. Alors, j'ai situé ça à peu près à la 3e année, la maturité de 3 à 5 ans et éventuellement la fin. Alors, la fin n'est pas une fin en elle-même. Hein. Donc, ça veut dire aussi que les 2 premières années, 1 à 3, nous sommes dans le processus de la création de l'entreprise, éventuellement de sa mise en application ou bien de son installation, comme on dit. OK? Donc, pour la création, nous allons voir chacun de ces gros blocs, de ces grands axes, je vous ai mentionné tantôt. À partir de la création, nous disons que c'est déjà la décision d'investir et de prendre le risque d'être entrepreneur. Là, c'est une étape extrêmement importante. Elle est cruciale, car il faut certains prérequis. Alors, comme vous savez, je vous dirais que, et c'est connu avec les statistiques, bien que je dois vous dire que les statistiques aujourd'hui sauteraient au plafond parce que nous sommes dans l'ère COVID, pandémie. Donc, on n'a pas encore les derniers chiffres, mais ce ne sont pas des chiffres flatteurs par rapport à la naissance, la croissance des petites et moyennes entreprises. Mais juste avant la pandémie, on pourrait parler de taux de faillite oscillant entre 80 et même 90% des petites et moyennes entreprises. Ça veut dire que les statistiques sont au départ contre vous. La capacité de traverser cette étape et d'arriver à l'étape, disons, de 3 ans, arriver à 3 ans, était extrêmement difficile. Il faut de la persistance, il faut de l'endurance et il faut tout un cadre de référence personnel, de compétences personnelles pour pouvoir traverser cette étape. Alors là, je dois vous dire que l'un des caractéristiques fondamentaux au niveau de la petite et moyenne entreprise, c'est la créativité. C'est la créativité. J'insiste sur ça parce que des études qui ont été conduites ont révélé que la capacité de l'entrepreneur d'être créatif, une idée originale, une innovation, sont tous des facteurs. Et aussi, ces derniers temps, je vous dirais qu'un nouveau élément par rapport au management, c'est l'agilité. Donc, si en cours de route, vous voyez que ça ne tient pas, après avoir fait les études, il faut être assez agile pour faire le grand changement. Mais ce n'est pas pour tout le monde, il faut de la persistance et de l'endurance. Alors, nous allons suivre ensemble le cas de cet entrepreneur que nous appelons pour cet exercice Monsieur ou Madame Fin Phu. Alors, c'est un Chinois d'origine haïtienne. Oui, un Chinois, Fin Phu, parce que lorsqu'on regarde cet environnement dans lequel nous évoluons, on peut dire une inflation à peu près de 25%, un taux de change, alors je dirais, il faudrait que je dise les taux de change sur le marché, qui évoluent encore, la situation macroéconomique, les facteurs clés, les financements du secteur public, la baisse des exportations, le déficit budgétaire, la situation politique en elle-même qui rend tout le monde très inquiet, même les grandes entreprises qui actuellement souffrent à partir de ce qui se passe au niveau économique, tout ça, c'est encore vient s'ajouter au lot des défis à relever par rapport à l'introduction d'une petite et moyenne entreprise. Donc, c'est pourquoi j'ai appelé mes deux mon entrepreneur, monsieur et madame Fin Phu, parce qu'il faut un peu de folie pour aborder ce secteur. Alors, je reprends. L'idée géniale, l'innovation, la création. Alors, je pourrais vous citer, par exemple, un constat, ce qui se passe au niveau des produits agricoles, ce que j'ai relevé, c'est que nous perdons au moins 30% de la production agricole qui est déjà insuffisante à la finalité de sa commercialisation. Entre le packaging, le transport, la distribution, nous perdons 30% de notre capacité, 30% de perte qu'on pourrait éviter avec des entreprises qui se spécialiseraient dans le packaging, la distribution, la commercialisation des produits agricoles. Alors, une compagnie qui me vient en tête tout de suite, c'est Avani, qui a déjà, alors ce n'est pas une publicité pour Avani, mais ce sont des bons cas d'exemple qui nous permettent un peu de comparer ce que nous faisons avec ce qu'ils font actuellement et qui semblent les réussir. Parce que, mis à part la succursale qu'ils ont à Frères, au centre Itani Jumel, je crois, ils ont déjà ouvert aussi un deuxième centre de distribution, je crois, à Paco. Je l'ai visité personnellement et j'ai été fortement
impressionné par quelques caractéristiques au niveau de cette petite entreprise. Donc, ils ont certainement vu une opportunité identifiée, un besoin à combler. Nous sommes aujourd'hui dans la logique de consommer local pour toutes sortes de raisons. Ceci a été facilité aussi par la fermeture des marchés internationaux. L'importation devient moins sexy, si j'ose le dire. Donc, les produits ici qui sont d'habitude classés comme produits naturels, je ne dirais pas organiques, parce que un produit organique l'est lorsqu'il y a une certification administrative, même si le processus de fabrication est en lui-même naturel. D'accord? Donc, les produits naturels, donc je crois qu'il y a ce besoin pour la santé, les interrogations que nous avons aussi au niveau des produits importés et tout aussi bien l'absence de support quant à la certification des produits importés au niveau du secteur public. Donc, à partir de ça, je viens d'identifier avec vous une opportunité. Il y a un besoin à combler nécessairement parce que je crois qu'il se tire d'affaire assez bien. On a pu identifier la demande. Si on peut la quantifier, c'est possible, c'est encore mieux. Et malgré ça, encore des défis à relever parce que nous avons une absence de statistiques. Donc, pour essayer de quantifier, il y a quelques difficultés. Mais je crois que ceci pourrait être corrigé et mitigé à partir de nos différentes associations et les chambres de commerce et tout ça, et quelques statistiques au niveau du ministère du Commerce et pourquoi pas au niveau des institutions financières qui, d'habitude, ont un portefeuille de clients et à partir de là, on peut dégager quelques chiffres au niveau macro. La demande, est-ce qu'elle est ponctuelle ou permanente? Ça, c'est important parce qu'il faudra peut-être changer de produit par rapport au marché en cours de route lorsque vous êtes en train d'échafauder votre plan, je dirais, votre plan d'affaires. Je vous citerai aujourd'hui, par exemple, parce que j'ai une expérience avec le ciment, de l'année 2020-2019, il y a eu une croissance du marché du ciment de 55%. Alors, lorsque l'économie est en croissance, alors je dirais en décroissance, on se demande d'où vient une croissance de 55% du marché du ciment. Alors, ça devrait vous intéresser parce que ça, c'est une opportunité. Et les raisons pour cette croissance, ce n'est pas encore bien justifié, mais je crois que la construction informelle en est pour beaucoup, ce qui n'est pas nécessairement une bonne nouvelle par rapport à l'économie et de manière générale et le pays, mais c'est quand même des chiffres intéressants parce que les gens qui sont dans le ciment sont très heureux de cette croissance. Alors, cette croissance est venue aussi avec l'arrivée de 2 ou 3 nouveaux importateurs, parce que je dois vous dire qu'il y a seulement deux producteurs de ciment. Alors, l'intermédiaire qui n'est pas la production intégrée, mais plutôt le boyage. Alors, on parle de semi-intégré. C'est la cimenterie nationale SINA, dont l'État est actionnaire à 35%, et aussi le groupe Bidjo, qui, je crois, qui produisent la marque Colosse. Donc, ce marché en lui-même, donc il y a déjà une fourniture de ciment de manière adéquate. Alors, nous parlons de 2 millions de tonnes, hein, pour avoir une idée du marché. Donc, j'ai ces chiffres très spécifiques par rapport au fait que je suis au conseil de la cimenterie nationale, représentant l'État haïtien. Alors, là aussi, il faut comprendre que ce marché est à développer. Par exemple, pourquoi pas des meubles en ciment, en béton? Pourquoi pas des produits au niveau d'artisanat en béton? Si vous regardez dans les rues, vous voyez toujours qu'on vous offre des petites statuettes qui sont faites en béton. Donc, il y a là aussi une possibilité de systématiser cette production. Alors, il faut se poser la question, est-ce que cette demande est ponctuelle ou est-elle permanente? Parce qu'elle peut être due à certains facteurs clés spécifiques. Et je vous dirais aussi, elle est en proportion aussi avec le volume que nous recevons de la diaspora. Donc, lorsque vous évaluez la demande et le marché, il faudrait regarder aussi est-ce qu'il y a une baisse au niveau des transferts. Effectivement, il y a une baisse des transferts par rapport à l'année 2019-2020. Ceci est dû à la crise économique aux États-Unis et en général de l'Occident. Après cela, après avoir le marché, bon, on est certain, on continue dans ce cycle pour regarder si valider si oui, il y a lieu de continuer avec le projet. Alors, les opérations, c'est fondamental et c'est ça un déterminant important au niveau du risque. Quelles sont les capacités installées?
quelle est la production, quel est le modèle d'affaires. Alors, je vous dirais, les barrières à l'entrée à cette étape sont nécessaires à être identifiées. C'est peut-être le capital de départ qu'il faut un capital important. Par exemple, si vous avez en tête de suivre le modèle d'Avani, qui est un modèle d'affaires en lui-même, il y a une capacité installée qu'il faut avoir tout de suite parce qu'il faut toute l'installation. Il faut aussi, en termes d'immobilisation, et là, ça requiert un financement séparé. Donc, nous en parlons à la prochaine session. Il faut une capacité installée, il faut les immobilisations, il faut les caisses électroniques, il faut le logiciel, il faut l'énergie. Ils ont aussi d'autres équipements parce que j'ai vu qu'ils produisaient aussi du jus naturel à l'intérieur de cette installation. Ils font aussi, bien des fois, ils ont en spécial des plats que vous pouvez consommer ou bien en T4 ou bien à l'intérieur de leurs installations. Donc, c'est leur modèle d'affaires. Et si vous y pensez de la même façon, il faut avoir ça et penser au capital de départ qui est des fois une barrière à l'entrée. Alors, il faut aussi les fournisseurs. Ils ont réuni presque 200 fournisseurs pour pouvoir alimenter cet espace de manière régulière. Ils ont identifié un marché et cible, c'est pour ce qui a déterminé la location de leur première expérience qui est à Frères. Donc, il y a justement un marché identifié qui serait en mesure de payer les prix qu'ils pratiquent au niveau, et tout en essayant de maintenir un rapport qualité-prix intéressant. La technologie, c'est important pour eux parce que là, il faut une technologie pour le processus de commercialisation. Il faut des produits bien particuliers dans une certaine niche. Et il faut aussi des substituts à ces produits au cas nécessaire. Les ressources humaines, c'est un élément clé et même un fondamental par rapport à une petite et moyenne entreprise, les ressources humaines. Alors là, je vous dirais un point important au niveau de la vulnérabilité des petites et moyennes entreprises. Non seulement il faut un gestionnaire particulier, ça veut dire quelqu'un qui serait expérimenté, créatif, une bonne formation, mais il faut aussi le middle management qui est extrêmement important parce qu'il faut des ressources humaines capables de relayer les directives de la direction au sein même de l'organisation. Donc, ressources humaines, que ce soit, est un facteur extrêmement clé et important. Et comme je vous disais tantôt, les ressources financières. Le prochain point, c'est la commercialisation, qui est, je crois, un point crucial et qui est souvent négligé. Je vous parlais de l'expérience agricole que j'ai eue moi-même au niveau des différents financements auxquels j'ai participé et le plan d'affaires. Et j'ai vu que d'habitude, la commercialisation. Donc, ça équivaut à donner un bon service, non seulement au niveau de l'écoulement des produits, mais aussi le suivi qui devait être systématique par rapport au suivi après les ventes. Une bonne petite correspondance pour vous remercier d'être un client et vous dire et recueillir aussi votre feedback sur le processus, votre expérience au sein de l'organisation en utilisant leurs services. Je crois qu'il y a des clés pour pouvoir promouvoir ce qui fait votre différence entre une compagnie et une autre. Elle est souvent négligée, elle est d'importance capitale parce qu'à la fin, vous pouvez avoir le meilleur produit, mais si vous n'avez pas un développement adéquat, cohérent par rapport à l'écoulement de vos produits, ça peut constituer un obstacle important, d'autant plus qu'au niveau de la croissance, ce sera aussi crucial. Il faut aussi sécuriser le financement, et là, c'est toute une nouvelle session, mais je vous dirais, les fonds propres est un élément important. Les friends and family, j'aime bien dire ça de cette manière parce que bien des fois, vous pouvez avoir accès à des amis, à la famille, et la majorité des PME, les toutes petites entreprises, ont accès à des fonds de collègues, d'amis qui croient dans votre projet et qui décident à prendre le risque avec vous. Alors, il y a un nouveau format de financement aux États-Unis qu'on appelle le crowdfunding, qui est très pris ces derniers temps, et le GoMeFund qu'on voit sur l'Internet. Donc, le financement qui se fait d'habitude déjà avec les moyens technologiques. Et puis, en finale, les institutions financières. Alors, je vous dirais que les institutions financières sont placées ici dans l'ordre, en dernière étape. Parce que moi, j'aurais privilégié les fonds propres et le Friends and Family. Et l'avantage, le fonds propre, c'est ce qui vous permet
de passer les étapes difficiles. On a tendance à être sous-capitalisé au départ et ça peut causer des ennuis parce que la courbe d'apprentissage, elle peut être coûteuse et ça prend du temps pour être sur le marché. Donc, on peut bien comprendre que la capacité de passer cette étape, de mitiger ce risque, d'habitude, ce sont les fonds propres et les fonds Friends and Family que je considère aussi comme fonds propres. Alors, je vous dirais, au niveau de structure financière, les fonds propres, les Friends and Family, vous devriez les considérer davantage comme fonds à moyen et long terme et de ne pas faire des emprunts à court terme. Parce que par rapport aux fonds propres, on peut les considérer ce qu'on appelle le quasi-capital et les utiliser et les placer au niveau du bilan comme étant des fonds propres. Alors là, on en parlera en détail à la prochaine session, mais je réitère la nécessité d'avoir des fonds propres solides qui sont d'habitude des facteurs difficiles parce que ce n'est pas tout le monde qui a accès à un capital important au niveau familial, au niveau de réserve financière pour vous permettre de démarrer une nouvelle entreprise. Alors, je vous dirais que bien des fois, ce qui se passe au niveau d'une famille, il y a un couple, disons un couple standard, Madame Finfew. Il y a Madame Few qui a maintenu son poste et continue une carrière, donc assure un minimum d'obligations financières au niveau de la famille. Il y a peut-être Monsieur Finfew qui se lance dans sa grande aventure qui est de créer une entreprise. Alors, tout de suite après, ce qui vient, c'est le risque. Alors, le risque, c'est un facteur, l'un des facteurs clés que chaque institution financière qui devra considérer votre projet devra quand même regarder. Et c'est là le déterminant qu'ils vont utiliser pour vous exiger des garanties. Alors là, il y a deux étapes de risque. Le risque macro, qui est le risque externe, que vous ne pouvez, auquel vous êtes assujetti. La situation politique est un risque macro et c'est un risque auquel tout le monde fait face aujourd'hui et qui peut être très damaging, je dirais, par rapport à la pérennité de votre entreprise. Il y a le risque micro, qui est le risque interne, le risque inhérent propre, qui est le risque de gestion auquel vous faites face, le processus global, le palier avec la méthode, la technologie et votre modèle d'affaires. Les processus bien ordonnés représentent votre plan d'affaires. Dit plus simplement, votre plan pour mener à bon port vos affaires, le plan de vos affaires. Alors, je réitère ça parce que d'habitude, on a tendance à démarrer une entreprise sans avoir une planification ordonnée. La meilleure façon de l'avoir, c'est de l'avoir sur papier. Alors, pour bien des cas, pour une petite et moyenne entreprise, c'est un bien vilain mot, plan d'affaires, et on pense tout de suite que c'est extrêmement coûteux, mais disons plutôt un business case. Vous avez un résumé de quelques pages qui vous permet de voir clair et de reviser et de suivre l'évolution de votre mise en place. C'est la planification de la vie quotidienne, le plan de route, c'est important ces jours-ci, le plan de travail et au boulot, le plan de carrière. Donc, c'est tout aussi important si je fais l'analogie avec votre vie actuelle. Il faut planifier, d'autant plus qu'il y a tellement d'impondérables aujourd'hui en Haïti qu'une bonne planification vous permet de mitiger les risques quotidiens. Et pourquoi pas une consultation dès le départ? Se dit Madame Finfew. Donc là, il y a les cabinets de consultation, il y a les consultants qui sont là et c'est un métier aussi à développer parce qu'il y a énormément de talents au niveau local qui vous permettront de passer certaines étapes. Bon, on a toujours besoin d'un deuxième coup d'œil, même au niveau de la famille, qui reviserait votre plan et vous dirait, bon, voilà les faiblesses, voilà les forces et les faiblesses. L'analyse de forces, faiblesses, d'opportunités et de menaces est aussi important. Je vous le recommande au niveau de votre business case. Vous avez une idée géniale, faisable, originale, mais il faut consulter quelqu'un. Parce qu'elle est peut-être géniale pour vous, elle est peut-être originale, il y a peut-être déjà quelqu'un qui le fait. On ne sait jamais. Donc, en discuter avec des gens clés, tout en préservant la confidentialité de votre modèle, est fondamental. Est-ce que vous avez l'étoffe d'entrepreneur? Un simple stress test pourrait nous donner une indication. Alors, il y a des modèles de stress test qui vous permettent de déterminer est-ce que vous avez la capacité, l'endurance qu'il faut pour aller de l'avant et de continuer parce que c'est un exercice rigoureux et peut-être pénible. Une fois les plans d'affaires livrés et validés, les Finfewnet, parce qu'à cette étape, ils ont décidé de continuer. Donc, je leur donne le net, c'est comme un galon sur les épaules. Vous avez pris un grade, vous êtes maintenant au stade, peut-être pas encore au niveau de capitaine, mais au moins au niveau de lieutenant. Donc, le Finfewnet, il s'avance et il est déterminé à continuer.
Il est prêt pour la prochaine étape. Il va suivre son calendrier d'activité. Il faut sécuriser le financement. Un nœud gordien, une étape à franchir. Et là encore, c'est fondamental pour mitiger les risques par rapport au démarrage, à l'installation et éventuellement l'émergence de la petite et moyenne entreprise, votre idée finalement. Il faut confirmer le potentiel économique de votre projet. C'est peut-être génial, mais est-ce que le projet est rentable? Est-ce que si vous allez aux emprunts, qui est la troisième étape par rapport aux fonds aux capitaux, qui est les institutions financières, il faut vous conforter à l'idée que votre entreprise sera rentable à un moment X et vous pourrez assurer le service de vos créances à un moment Y. Sinon, qu'est-ce qui arrive à cette étape? Les revenus déjà qui assuraient les obligations familiales de Mme Finfionnette, maintenant iront à payer les obligations de cette entreprise. Parce que la vie de l'entreprise est intimement liée aussi à la vie familiale. Il y a une interrelation fondamentale et il faudra faire le distinguo pour que vous ne compliquiez pas votre situation. Parce que l'idée d'avoir la petite et moyenne entreprise, c'est l'indépendance, mais c'est fondamentalement la création de richesse. Alors là, un concept à retenir, c'est le flux comparé à la marge. Alors le flux, je dis, c'est la trésorerie, c'est les rentrées régulières. Alors si vous prenez votre chèque et vous regardez votre salaire et votre revenu, vous comparez ça avec les dépenses de la maison, le loyer, la scolarité, ce qui reste enfin, si le solde est positif, mais je vous dis carrément, c'est votre flux, c'est votre balance, c'est ce qui vous reste pour assurer les autres obligations, c'est votre flux de trésorerie à la fin du mois. Alors, nous savons tous que si vous avez un flot négatif vers les 25 du mois, maintenant avec le taux de change et l'augmentation de l'inflation, dès le 10 et même le 15, vous commencez à vous gratter la tête pour dire « Ah, comment va-t-on assurer ça ?» Dès là, au niveau personnel, vous avez un besoin de financement de votre trésorerie. La différence avec la marge, c'est la rentabilité. Donc, la différence, il faut regarder le chéquier, maintenant la rentabilité. Si vous avez une activité autre et l'activité de M. Finfiou, alors je peux vous dire aussi, c'est peut-être Mme Finfiou qui est l'entrepreneur et M. Finfiou assure la carrière. Bon, ça peut, les deux dans le sens inverse. Hein. Donc, la marge, c'est la rentabilité. C'est le profit que vous dégagez. C'est vraiment là la richesse qui est créée. C'est la profitabilité. Donc, c'est un concept important et nous allons voir ça avec le financement. Là, les risques, les barrages, les défis. Il y a les facteurs externes qui empêchent d'atteindre cet objectif. Ça, le risque macro. Il y a les facteurs internes qui entravent le bon déroulement des opérations. Je vous répète, le risque micro, parce que vous aurez à faire face à ces différents risques de manière systématique. Le blanc n'est pas un hasard, parce que il faut vous arrêter là. Je regarde l'heure aussi. Il est déjà 10h30. Entendu, c'est parce qu'à cette étape, vous avez décidé de continuer avec votre projet. Vous voyez comment financer maintenant la mise en place. Il vous faut un peu de recul à cette étape parce que vous êtes là à un moment où vous allez vous embarquer dans une grande aventure. Et l'argent sera investi. C'est une énergie particulière, l'argent. Alors, moi, j'ai dit c'est une énergie fuyante. Hein? On a tendance à courir après et puis ça s'enfuit. Donc, il faut bien réfléchir parce qu'une fois passé cette étape, c'est très difficile de revenir en arrière. Parce que vous avez déjà sécurisé les fonds propres, qui est ce qui était en caisse, la malle familiale. Vous avez engagé votre famille et les amis dans cette grande aventure avec vous. Ils croient en vous pour démarrer personnellement. Et maintenant, les institutions financières vous font crédit et vous vous lancez. Vous êtes au stade de vous installer et démarrer l'entreprise. Là, c'est le démarrage, la concrétisation du plan. Le chronogramme d'activité est important. C'est au complet et l'entreprise est prête à démarrer. Alors, il faut être très systématique, très scientifique. Vous avez les différentes étapes, ce que vous voulez faire, dans quelle étape, à quel moment, des échéances spécifiques qu'il faut respecter. Et chaque étape que vous aurez sauté ou vous êtes en retard, ça vous coûte de l'argent parce que les capitaux sont investis maintenant. Alors, je vous dirais, si je comparais ça à la vie familiale, votre fils ou votre fille a terminé ses études et est prête à rejoindre le marché du travail. Évidemment, le marché local, on voit qu'on ne travaille pas quand on veut, mais quand on peut. Parce qu'on ne peut pas être embauché tout de suite après la fin de cycle d'études. Donc, c'est la même chose pour l'entreprise aussi. Vous avez tout ça, l'achalandage, mais ça ne veut pas dire aussi que les clients vont tout de suite frapper à votre porte et vous avez au début une grande foule. Donc, les moments difficiles vont arriver une fois que vous avez ouvert vos portes. Alors, je fais la comparaison et nous allons assez vite avec ça. Peut-être que je n'irai pas sur toute la liste, mais vous l'aurez.
Alors là, si vous avez quelqu'un qui se prépare pour le boulot, il faut qu'il prépare son CV, le secteur qui l'intéresse, les compagnies jugées attrayantes, les lettres de référence, les lettres de mention et tout ça. Alors, bien entendu, pour identifier les secteurs qui vous intéressent, vous avez fait ce calcul bien avant de choisir un métier, université. C'était l'étape de prédémarrage. Nous avons passé cette étape au niveau de la vie. Donc, nous sommes au stade maintenant de se placer au sein d'une entreprise. Donc, il faut identifier les opportunités, dans quel secteur, le dossier, expédier le dossier, remplir les formulaires, sécuriser l'entrevue. Tout ça se fait avant d'arriver et de sécuriser un emploi. Donc, le point 14, vous avez démarré, tout s'est bien passé, vous avez accepté les termes et vous êtes prêt à reprendre le processus d'emploi qui ne s'est peut-être pas concrétisé à la première étape. Nous savons tous que la première entrevue n'était pas la dernière. Hein. Donc, même au niveau de l'entreprise personnelle, les premiers mois, il n'y a pas encore de vente, on ne vous connaît pas, il faut redémarrer d'efforts, trouver l'énergie qu'il faut pour être connu, aller à la télévision, les réseaux sociaux aident énormément ces jours-ci. Aussi, les mêmes amis et familles qui ont contribué à cette compagnie, ce sont aussi ceux aussi qui sont vos premiers clients. Alors, j'ai en tête, là, en vous disant ceci, un groupe musical qui s'appelait Zinglin. Vous savez comment ils ont démarré? Bon, après les entraînements ici, ils avaient quelques bonnes chansons qui se jouaient à la radio. Ils ont démarré au Staking. Certains d'entre vous qui ont l'âge et se rappellent de Staking, propriétaire Le Châtelain, à Pétionville. Ah ben, ils ont commencé à jouer pendant 6 mois gratuitement. Je crois que c'était chaque vendredi ou même chaque samedi. Ils donnaient des cartes pour l'entrée gratuite et ils attiraient les amis chaque samedi pour venir danser aux Zinglins et tout ça. Et ils ont commencé à être connus. Mais ça a coûté 6 mois à jouer régulièrement, gratuitement. Donc, il faut le faire. Hein? Et puis finalement, après le 7e mois, bon, ça a commencé à cliquer, ils ont commencé à faire payer, les gens sont consommés, et puis ça a marché. Vous connaissez l'histoire de Zinglin comme un grand succès qui a évolué au fil du temps. Mais il faut bien planifier le lancement. Hein? Le plan de lancement, la campagne promotionnelle, le staff qui est entraîné, l'inventaire adéquat, les rayons remplis, bien achalandés, l'accueil, la commercialisation. Alors, si vous êtes dans une entreprise de service, ça peut différer et l'achalandage sera vous, votre produit, vous vendez, et le support et la capacité de distribuer ce service. Le système, l'automatisation, est-ce que vous avez un bon backup? Aujourd'hui, le courant 24/24 ne vient pas encore. C'est peut-être le 4/24, mais il faut alors c'est une boutade évidemment. Alors il faut l'inverteur, il faut le solaire aujourd'hui. Donc vous avez peut-être 3 sources d'énergie et c'est coûteux. Parce que vous n'arrivez pas à produire l'électricité au même coût que le DH par exemple. Il faudra aussi le niveau de sécurité avec tout ce qu'on voit comme difficulté, le risque qui s'est augmenté au fil des années. Bon, vous avez sûrement un agent de sécurité ou bien quelqu'un qui est à l'interne, qui suivait ce qui se passe et la sécurité non seulement pour vous, pour vos employés, mais aussi pour vos clients. Ah, le parking. Je vous dirais aujourd'hui, je n'irai pas à un restaurant où il n'y a pas un parking où je peux garer ma petite voiture qui m'a coûté énormément, où je suis sûr que je ne sortirai pas de ce local et tout voir mes vitres brisées. On a tous vécu ceci et c'est vraiment alarmant lorsqu'on voit autant de voitures incendiées et les vitres qui sont cassées. Et d'habitude, votre assurance ne couvre pas. Vous avez ce qu'on appelle le déductible et vous devez encore sortir un petit capital de vos réserves qui se diminue au fur et à mesure pour pouvoir financer, remplacer cette vie. Donc, le parking est essentiel, la sécurité aussi. Alors, je vous attire votre attention sur 3 grands défis qui nous font défaut, surtout au niveau de la petite et moyenne entreprise. Il y a la standardisation, la systématisation et le suivi systématique qu'il faut faire. Alors, la standardisation, vous avez remarqué qu'une petite faute d'orthographe, vous voyez comment c'est important de systématiser, de standardiser, et ça vous échappe malgré que nous avons eu au moins 3 personnes à réviser ce texte. Vous comprenez? Donc, le suivi est important, le suivi à chaque fois. Alors, systématiser, les procédures sont importantes, comme tout le monde soit à niveau et comprenne comment va se dérouler tout le processus de vente et de service à la clientèle. Ceci fait défaut énormément et il y a tout un métier autour de ça aussi. Vous pouvez vous spécialiser aujourd'hui et offrir ce service en écrivant seulement des procédés opérationnels, des procédés de financement et des procédés d'opération. Tout ça, c'est encore des opportunités parce qu'il y a un grand besoin, que ce soit pour la petite et aussi la grande entreprise.
J'ai des entreprises que je connais, même après 30 ans d'existence, qui n'ont toujours pas un manuel d'opération. Alors, le manuel d'opération ne fait que décrire de manière formelle comment vous allez conduire vos activités. Et je recommande ce processus fortement. Il ne faut pas rater le lancement. Parce que vous êtes prêts, mais les premières semaines, les premiers mois représentent une étape cruciale. Un lancement, il ne faut pas le rater, qu'on n'a jamais 2 fois pour faire une bonne impression. Vous tous, vous avez expérimenté ça, vous allez dans un magasin et dès la première expérience, vous n'êtes pas intéressé à revenir. Donc, c'est aussi valable pour vous si vous vendez un service. Donc, non seulement vous devriez ne pas rater la première impression, mais aussi votre staff ne devrait pas le rater. Donc, la formation du staff, la standardisation, l'approche, la systématisation sont les défis à relever. Et le suivi constant pour confirmer, valider que vous êtes sur la bonne route, qu'on suit le processus que vous avez en place. Alors, je vais vous citer quelques caractéristiques communes aux petites et moyennes entreprises et même les PTE. Le temps long pour pénétrer le marché, pour sécuriser la clientèle, la fidéliser pour qu'elle revienne à nouveau acheter chez vous. Donc, bien des fois, il faut aussi développer une stratégie de niche du marché ciblé. Alors, je recommande, il y a un grand marché à large qui est votre marché grand marché. Il y a aussi des marchés spécifiques et ces marchés, vous devez vous les approprier, ne pas les rater. Donc, la personne, c'est fondamentalement, si on va à cette entreprise, on va trouver ce produit. Alors, je vous dirais que Caribbean Market c'est quand même une grande entreprise par rapport à l'économie locale, mais ils ont énormément de facteurs clés qu'ils maîtrisent qui leur permettent d'avoir une activité très réussie. Il y a le parking qui est énorme, il y a la localisation où vous vous sentez en sécurité. Lorsque vous rentrez à Caribbean Market, tout au long, juste en entrant là, la petite rampe, vous voyez au moins 4 agents de sécurité là, qui sont là armés. Donc, ça vous rassure quant à votre véhicule. OK? Et aussi, vous avez l'achalandage qui fait une différence. Alors, bien entendu, ce n'est pas une promotion pour Caribbean Market. Mais je vous dirais que l'avantage, en tant que consultant, je dois, à longueur de journée, regarder les avantages compétitifs qui font la différence entre un modèle et un autre. Ils ont un achalandage certain, OK, qui leur permettent justement d'attirer une certaine clientèle. Il y a des produits qu'on ne trouve qu'à Caribbean Market, par exemple. Le rapport qualité-prix, je suis sûr que vous le regardez, parce que, et là, il faudra peut-être qu'il travaille sur la perception. On a toujours l'impression que, il y a beaucoup de gens qui ont l'impression que Caribbean Market, vu l'offre, devait être plus cher, ce qui n'est pas nécessairement le cas par rapport au prix que je vois pratiquer, que je regarde et je compare avec d'autres entreprises comme Giant et Supermarket et même Delimart. Alors, vous pouvez faire une différence aussi en regardant ce qui se passe au Delimart du côté de Marriott et la Caribbean qui est à Pétionville, juste en termes de comparaison de comment ils offrent l'achalandage qu'ils ont actuellement et comprendre aussi par rapport à votre modèle. Alors, il y a des modèles réussis. Je vous dirais aussi, il n'y a rien que aussi imiter les modèles qui réussissent. Ceci est autorisé et permis et je vous l'encourage. OK? Des caractéristiques communs, des constats au niveau des petites et moyennes entreprises et aussi des toutes petites entreprises. Une structure financière inadéquate, vous êtes déficitaire les premières années, il faut s'y attendre. La rentabilité ne viendra pas la première année, si vous voulez bien. Il y a pour certaines entreprises, certaines industries, que les 2 premières années, il faut s'attendre à une perte. Même si vous avez un flux de trésorerie adéquat pour supporter vos obligations, ça ne vous traduit pas nécessairement à une opération rentable. Maintenant, si vous n'êtes pas rentable et vous avez aussi des problèmes de trésorerie, ça devient compliqué. En conclusion, structure financière inadéquate, déficitaire les premières années, problème de trésorerie, la conclusion, c'est que la courbe d'apprentissage est beaucoup plus longue que prévu. Et là, il faut faire très attention. Comment y pallier? Je vois le recrutement d'un personnel expérimenté. C'est peut-être coûteux, mais ça vous permet de passer un cap. Extrêmement important. Je vous dirais aujourd'hui un produit que je vois, il n'y a pas une entreprise qui ne souffre pas de support administratif adéquat. Je parle au niveau du secrétariat. Une entreprise de service qui offrirait ou qui formerait
les secrétaires, ou bien vous aurez pu les prendre après leur graduation des institutions qui forment les secrétaires. Je crois que Chris de King a un très bon standard. C'est 3 ans, mais il y a beaucoup d'autres qui font 2 ans. Moi, je vois un cycle d'apprentissage de 6 mois juste après pour les mettre à jour, parce que la mise à jour est importante. Et puis après ça, vous pouvez présenter un personnel expérimenté au niveau du secrétariat aux entreprises de la place. C'est important avec de bonnes références. C'est aussi une opportunité d'affaires. Vous planifiez aussi pour une situation pessimiste. Le worst case scénario est de rigueur, surtout dans l'environnement dans lequel on évolue. Il faut sécuriser les financements adéquats. Il faut maîtriser les opérations. Il faut aussi ne pas déléguer avant la maîtrise des opérations. Et c'est là cette importance d'avoir un promoteur expérimenté. Parce que là, il n'est peut-être pas expérimenté et ne maîtrise et n'a pas toutes les compétences tout au long des différentes opérations de l'entreprise, mais s'il a une grande culture et une grande expérience, une certaine agilité pour continuer à apprendre, ce sera à son avantage. Alors là, l'exemple de Publix Marché, on reprendra cet exemple. Je vous dirais que c'est un exemple que j'aime bien parce que j'ai été l'un des membres fondateurs de cette entreprise et c'est un bon cas d'étude au niveau du financement. Donc, si vous permettez, je le reprendrai avec vous à la prochaine session, mais c'est une entreprise qui a subi une certaine, qui a démarré, il y a les difficultés de départ. Je vous expliquais la stratégie financière que j'avais initiée, que les actionnaires ont adoptée. Il y a eu le démarrage, il y a eu l'émergence, il y a eu la croissance et finalement, je pourrais vous dire, comme Publix n'existe pas, c'est un bon exemple, il y a eu la mort de cette entreprise. Donc, on regardera tout ça et il y a différents types de financement à différentes étapes qui expliquent tout ceci, pourquoi Publix Supermarché a disparu. Mais je l'ai mis là pour vous en parler, initier ce débat et vous faire partager avec vous cette expérience que je vais utiliser pour la prochaine session et faire avec vous les différentes étapes et les différents pièges que vous pourriez éviter en allant de l'avant. Et évidemment, il y avait non seulement les fonds propres, qui étaient très forts au départ, il y avait évidemment les friends and family. Alors là, j'ai sauté. Okay, excusez-moi. Alors, la croissance, c'est la phase cruciale durant laquelle on confirme la validité du modèle. Alors, je vous dirais, avant d'arriver à la croissance, c'est aussi très facile d'avoir une détérioration des marges financières et un déclin de la demande. Parce qu'il y a le jeu des forces concurrentielles. Il y a peut-être une forte dépendance d'un marché, d'un client, d'un fournisseur et aussi sur un produit. Et vous allez aussi réaliser que l'accès au financement est difficile et coûteux, surtout pour financer la croissance. D'accord? Donc, c'est une phase cruciale. Le marché a été identifié, la clientèle a été identifiée, la base de la clientèle est stable, les processus sont maîtrisés, le cycle d'affaires financier, vous le croyez adéquat et vous opérez évidemment profitablement. Là, vous êtes dans une excellente situation et ce que je veux mentionner tantôt, ce sont les facteurs de risque que vous devrez avoir en tête tout au long parce que au niveau de la croissance, pour passer d'une étape à une autre, il y a une grande porte qu'il faudra franchir. Et c'est là que ce sera extrêmement important de maîtriser tout ce que vous avez déjà maîtrisé pour ne pas revenir en arrière. Parce que la concurrence, on aime bien imiter les modèles. Je vous encourage d'imiter aussi certains modèles, mais les gens aussi aiment imiter ce que vous faites et vous allez avoir de la concurrence. Et il faudra aussi vous préparer à ça. Vous ne serez plus le grand monsieur sur le marché. Encore un autre concept sur lequel j'attire votre attention tout au long qu'il faudra maîtriser. Le flux de trésorerie adéquat, vous l'aurez parce que là, vous avez les 2 éléments clés par rapport à la partie financière. Vous avez le fonds de roulement, mais vous avez aussi le besoin en fonds de roulement. Là, encore 2 concepts sur lesquels on va élaborer. Le fonds de roulement, c'est ce que vous dégagez de l'entreprise de manière systématique. Et là, on parlera des actifs, je dirais, les actifs cycliques et des passifs cycliques. Ce sont les passifs à court terme et les actifs à court terme et les passifs à court terme. Et vous aurez ça et vous ferez face aussi aux besoins de fonds de roulement. Alors, le besoin de fonds de roulement peut se manifester
de deux manières. Il y a le besoin de fonds de roulement exploitation. Ça veut dire, par exemple, que vous commencez à augmenter les crédits, votre portefeuille de clientèle, et vous n'avez pas la capacité de financer cette clientèle. Un bon exemple, c'est les stations d'essence. Hein. Alors, vous avez très peu de stations d'essence qui veulent vous vendre à crédit parce que la marge, la marge sur le produit est extrêmement faible. Ils font face à énormément de risques. L'immobilier, les prix, la marge est dictée par le gouvernement. Donc, ils sont dans l'incapacité d'augmenter les revenus de manière systématique parce qu'ils sont dans une fourchette bien établie. C'est pourquoi vous verrez les pompes d'essence augmenter la gamme des produits qu'ils offrent. Hein. La propane, par exemple, le petit dépanneur que vous voyez là, qui d'habitude sont plus élevés si vous allez à un supermarché ou même à une boutique dans la zone, parce que justement, les frais sont importants. Donc, les besoins de fonds de roulement sont importants par rapport à la pompe d'essence. D'habitude, ils ont un système de 3. Alors, ils vous disent un conteneur de gasoline au niveau de la pompe, parce qu'un client qui passe la première impression, même les impressions qui vont s'en suivre, si vous vous arrêtez à une pompe d'essence, il n'y a pas d'essence, croyez-moi, vous n'êtes pas intéressé à revenir, parce que vous n'avez pas le temps, vous êtes assujetti à énormément d'agressions au niveau de la vie quotidienne. Donc, si vous arrêtez quelque part après le trafic et pour vous prendre, pour faire le plein, il n'y a pas d'essence, croyez-moi, c'est extrêmement difficile et très compliqué pour vous de revenir à cette pompe. Alors, eux aussi, ils font face à énormément de difficultés avec toutes les carences, les problèmes de fournisseurs uniques qui les alimentent de manière régulière. Donc, encore des défis malgré qu'ils aient un produit, une entreprise qui est à une courbe importante de sa maturité. Les besoins de fonds de roulement continuent à augmenter parce que le prix de l'essence sur le marché international, qui ne dépend pas d'eux et qui dépend aussi du pricing du gouvernement, augmente. On parlera de ça aussi, le fonds de roulement par rapport aux besoins de fonds de roulement. Et la marge entre ces deux points représente le financement qu'il faut sécuriser en allant de l'avant, surtout lorsque vous êtes en période de croissance. Des fois, il y a aussi des croissances accélérées. Votre produit a réussi, votre compagnie connaît un succès incroyable, mais il faut financer aussi la croissance. Et ça a été l'un des problèmes de Public Supermarché. D'accord? À cette étape, je réitère, les erreurs sont cruciales, car on peut perdre les acquis. Il faut consolider la marque, le brand. Il faut rester profitable, hein, parce que là, ce n'est pas le moment de changer de voiture. Ce n'est pas le moment d'immobiliser des choses personnelles. Okay? Parce que vous avez besoin de sa trésorerie et d'habitude, ce qui arrive, lorsque le fonds de roulement est très copieux, vous commencez, et la ligne entre la vie personnelle et la vie de l'entreprise, il y a une interrelation très étroite. Madame Finfu a considéré énormément de sacrifices pour vous alimenter pendant toutes ces années, couvrir les obligations de la famille, et tout d'un coup, ces exigences augmentent. Hein? D'accord? C'est à ce moment que, bon, on a toujours voulu envoyer les enfants à l'école de danse, c'est peut-être le moment et c'est très coûteux. Donc, soyez prudents de ne pas dégager des dépenses additionnelles hors activité, hors exploitation. Il faut rester profitable, il faut rester aussi très liquide. Il faut être à l'écoute de la clientèle, c'est important. Il faut rester agile, encore des concepts. Il faut être prudent en termes d'investissement à long terme. Si vous avez loué un espace pour vos activités, ce n'est peut-être pas le moment de vouloir acheter une propriété. Si vous avez besoin du support technique, c'est important. Donc, à ce stade, nous arrivons à, il faut que j'accélère, je vois le signal de Mme Lucien, il y a la maturité. L'entreprise a déjà fait ses preuves. On peut déjà anticiper sa croissance future en fonction de sa place sur le marché et l'évolution démographique. Ah oui, le marché peut-être ne va pas croître au même rythme de vos projections. Donc, il faut regarder ce qui se passe au niveau de la croissance économique. Il y a les facteurs macro. Il faut regarder la démographie aussi parce que d'où va venir la nouvelle clientèle? Est-ce que vous allez prendre des parts du marché d'un compétiteur? Il faut vous attendre aussi à la pression concurrentielle parce qu'ils ne vont pas vous laisser faire. Hein. Vous ne pouvez pas projeter une croissance de 15-20% de votre chiffre d'affaires alors que le marché est en train de croître à un rythme de 5%. Ça veut dire automatiquement qu'il vous faut de la part de marché de concurrents. À ce moment, le financement du cycle d'affaires est assuré et l'endettement approprié est le budget équilibré. Vous êtes à maturité. C'est quoi la prochaine étape
au niveau de l'entreprise. Ceci se fait très rarement en Haïti et c'est pourquoi aussi que le capital risque n'est pas un produit de financement vulgarisé parce qu'il n'y a pas ce qu'on appelle un marché secondaire. Si vous avez une entreprise, vous voulez la vendre, bon, les choix sont difficiles. D'ailleurs, dès que vous voulez vendre au niveau de culture, on pense que vos affaires ne marchent pas bien. Donc, il faut comprendre que c'est le marché de l'acheteur, ce n'est pas le marché du vendeur. Et même ceci pour une vente de voitures usagées. Hein. Si vous regardez bien, au niveau des voitures usagées, il n'y a pas un marché standard, systématisé, ou bien des grandes compagnies qui vendent des voitures usagées. Donc, c'est parce que le marché secondaire est trop informel. Vous pouvez aussi faire l'acquisition d'un compétiteur pour faire accroître votre chiffre d'affaires. Vous ne pouvez pas l'acquérir de la manière normale, mais vous l'achetez. On a vu ça dans le cas de Sogebank. Pourquoi être sur le marché? Donc, c'était l'une des premières banques à faire l'acquisition de la BIDC. Ils ont augmenté leur part de marché automatiquement. Alors, je dois vous dire que j'étais à la Sogebank à l'époque comme directeur d'entreprise et ceci est une excellente expérience que éventuellement on en parlera si j'ai la chance la prochaine étape. Vous pouvez aussi vous transformer en société publique. D'habitude, on a des sociétés personnelles, individuelles, familiales. Bon, c'est peut-être le moment de changer d'étape. Le grand mur, pour passer vraiment à une moyenne entreprise et pourquoi pas une grande entreprise, attirer des capitaux qui viendront vous supporter parce que vous allez diversifier votre marché, votre produit, faire des acquisitions, immobiliser. C'est la grande étape pour aller d'un marché à un autre. À ce moment, vous êtes dans la cour des grands. Et dans quelque sorte, c'est la renaissance. Vous renaissez. Bon. Nous sommes à l'étape cruciale qui sont vos questions. Je ne sais pas s'il y en a eu. Est-ce que vous avez des questions sur... Laissez-moi lire avec vous. OK. Donc, ce que je lis sur le chat, que vous voyez tous, c'est la reprise de certains concepts. Merci beaucoup, Monsieur Gerbet. C'était vraiment instructif, très intéressant. Cette comparaison entre la vie d'une entreprise et notre vie, quoi. C'est très intéressant de voir que comme une entreprise qui naît, qui grandit et qui arrive à maturité, éventuellement disparaît, c'est plus ou moins comparable à la vie d'un être humain. Et j'allais plus ou moins reprendre certains des concepts, mais j'ai vu que on s'est chargé de retourner sur certains concepts, les souligner. Et je ne sais pas si au niveau des participants, il y aurait des questions particulières. Vous pouvez ouvrir vos micros et les poser. Alors, je vous attends pour les questions, comme nous sommes arrivés à la fin. Mais je vous dirai aussi qu'est-ce qui s'est arrivé à l'aventure Madame Finfiounet, qui maintenant a un nom de famille, qui s'appelle Madame Finfiounet Riche, qui est l'ultime but de toute entreprise, c'est la création de richesse, la reconnaissance. Et je dois vous dire que les petites et moyennes entreprises jouent un rôle crucial au niveau de la création d'emplois et la création de richesse. Parce qu'avec la modernisation, l'automatisation, les grandes et moyennes entreprises sont en cours de réduire leur personnel et tout ça. Donc, ce ne sont pas les catalyseurs de création d'emplois. On a vu ça dans toutes les grandes économies au niveau de l'Occident. La création d'emplois est fondamentale. Donc, il faut que les politiques publiques aussi soient cohérentes avec l'émergence et le support des petites et moyennes entreprises. Je dois vous dire que Mme Finfiounet, la dernière fois que j'ai eu une petite entrevue avec ce couple qui a réussi ses affaires, c'est que, bon, ils sont au stade maintenant que les enfants ont terminé à l'université, travaillent, donc c'est bien réussi. Ils sont en train de passer à la prochaine étape. Madame Finfiou a une très belle carrière. Elle pense maintenant, l'entreprise est capable de supporter son salaire. Elle s'intéresse à travailler non seulement avec son épouse, dans les cas où c'était qui était l'entrepreneur. Elle est intéressée aussi à faire de la formation sur les webinaires. Donc, ça devrait nous intéresser pour qu'elle partage avec nous cette expérience.
Donc, là aussi, pour vous, il y a une opportunité de partager avec vous vos expériences au niveau de ce que vous faites au niveau de vos entreprises. Donc, c'est encore des opportunités que j'ai pu identifier tout au long de cette présentation. Très bien, merci. Il semblerait qu'un des participants aurait une question. Si vous voulez, vous pouvez unmute votre micro et poser la question. Je dis déjà bonjour. On ne vous entend pas? Allô, ça va maintenant? Allô, ça va maintenant? Oui, on vous écoute. OK, d'accord, merci. Je tiens à féliciter M. Gervais pour la présentation. Une très belle présentation que j'apprécie beaucoup. Moi, je suis Renan Estima. Et la question que je voulais poser, nous savons tous dans le contexte haïtien, conjoncture politique un peu difficile. Là maintenant, comment partager avec nous des stratégies pour attirer plus de clients en B2B? Surtout, on sait quand on vient de se lancer là, maintenant, il y a des fois un aspect, un climat de manque de confiance. Est-ce qu'il faut comprendre? Surtout quand on est en B2B, comment attirer beaucoup plus de clients, surtout dans ce contexte haïtien, là, le temps, conjoncture politique difficile, tout ça. Est-ce que vous n'auriez pas quelques stratégies, comme je sais que vous avez une formation en marketing aussi, quelques stratégies que vous pourriez partager avec nous qui sont en B2B? Merci pour cette question et je vais la reprendre. C'est quelques stratégies dans le contexte actuel, vu les difficultés auxquelles les petites et moyennes entreprises font face. Bon, je pense à une revue internationale pour démarrer. La revue internationale PME qui est peut-être extrêmement utile. Je l'ai identifiée tantôt sur l'Internet. Je vais faire encore des recherches, je vous en parlerai la prochaine fois, qui permet de partager les expériences dans les autres pays et qu'on pourrait peut-être appliquer en Haïti. La deuxième chose, c'est qu'on a tendance aussi à avoir des solutions individuelles pour des problèmes que nous avons collectivement. Ceci pas seulement au niveau des petites et moyennes entreprises, mais aussi par rapport à tout ce que nous faisons. Je crois comprendre et je suis d'avis que la Sophie Conseil, alors je ne fais pas cette promotion pour la Sophie Conseil exclusivement, mais il y a sûrement d'autres institutions où l'expérience PME peut être partagée. Et j'ai une idée de la stratégie Sophie Conseil. On a discuté, j'en ai longuement discuté avec Mme Lucien. Elle peut être une expérience commune, peut être partagée. Et nous autres entrepreneurs, parce que je le suis aussi au niveau de les différentes activités qui m'occupent mon quotidien, nous pouvons partager ces expériences et profiter les uns des autres. Le deuxième point qui d'habitude donne un grand problème, c'est le cadre administratif, le support administratif. Pour un consultant, je vous dirais que pour avoir une secrétaire, un comptable, l'infrastructure qu'il faut, la logistique qu'il faut, c'est très coûteuse pour un ou deux consultants, pour un seul consultant. Je n'ai jamais compris pourquoi nous ne devrions pas avoir des firmes de consultation où les compétences seraient consolidées. La deuxième chose, c'est que pourquoi ne pas avoir des installations communes? Peut-être que la Sofides, je crois qu'il y a Bange qui offre ce service déjà. Pourquoi ne pas avoir ça comme service où on peut avoir en plus du time sharing qu'on a vu au niveau de l'hôtellerie, pourquoi pas avoir un time sharing au niveau administratif? Il y a une secrétaire commune de très bonne qualité. Je vous dirais aujourd'hui, pour avoir une secrétaire, il vous faut au moins $1 500 US minimum. Donc, il n'y a pas beaucoup de gens. Ça pourrait être le salaire du consultant s'il veut se l'octroyer. Mais déjà, si vous allez payer $1 500 pour une secrétaire pour votre support administratif, vous n'allez pas pouvoir être capable de joindre les deux bouts. Donc, pourquoi pas une secrétaire qui donnerait ce service à 4 ou 5 consultants et résoudre des problèmes collectifs par rapport à des solutions communes. Donc, je reviens à un fondamental dans un champ plus large qui est consolider nos forces parce que nous avons les mêmes faiblesses. OK? La première chose. La deuxième chose, la famille, les collègues et tout ça, ça représente un champ, ça représente votre clientèle. Tous les gens que vous connaissez, que vous avez sur votre chat, avec qui vous partagez énormément de choses qui sont peut-être mondaines, mais peut-être moins importantes pour vous, pour vos activités. Et pourquoi pas ne pas l'utiliser comme une clientèle cible. OK?
parce que ce sont les premiers qui sont intéressés et ce sont vos premiers promoteurs, ce sont vos vendeurs. Ils vont vous permettre de véhiculer vos idées, votre projet et tout ça. Donc, il vous faut un point commun, si je résume, un point commun pour absorber les coûts, surtout les coûts de démarrage. Il vous faut un point commun par rapport au financement. Pourquoi pas avoir, j'ai en tête un projet sur lequel j'ai travaillé. Alors, ça s'appelle Parc La Concorde. Je suis autorisé à vous en parler parce que j'ai écrit le plan d'affaires. Mais qu'est-ce qui arrive, c'est qu'il est intéressé à avoir, il vend 10 000 actions pour consolider, pour démarrer son entreprise. Il ne démarre même pas avec zéro passif, mais il vend 10 000 actions. Maintenant, à quelle étape, où pourrait-il vendre ça et faire la promotion de ce projet? Bon, ça nous fait défaut. Il y a peut-être des gens qui seraient intéressés dans ça. Parce qu'aujourd'hui, même si je ne décourage pas le placement au niveau des banques, parce qu'il faut avoir un portefeuille de placement, de toute façon, des banques commerciales, mais avec ce qu'on vous donne comme intérêt et avec une inflation au moins de 20%, ce que vous gagnez, c'est des revenus négatifs. Alors, je vous propose un produit comme les banques de développement. Alors, je reviens encore à la Sofides parce que c'est un bon produit. Les actions qui se vendent aujourd'hui à 15 000 gourdes, j'ai cette information. Au niveau de la fiscalité, vous étiez à un moment donné capable de déduire ça de votre salaire. Donc, c'est assez intéressant parce que vous pouvez déduire ça, c'est d'investissement dans une banque de développement ou bien même dans une banque qui offre des obligations. Il y a des banques qui ont des obligations pour vos placements et vous permettent de déduire ça. Bon, il y a un petit problème avec DGI. Je viens d'apprendre récemment que la DGI a décidé de ne plus octroyer ce crédit d'impôt. Mais on verra bien, on peut reprendre ça. Mais il vous faut une entité pour vous dépendre de vos intérêts. Et puis, il y a aussi la littérature disponible. Il faut lire, il faut regarder, il faut comprendre ce qui se passe dans d'autres pays. Alors, je dois ajouter que aujourd'hui, les petites et moyennes entreprises sont en décroissance au niveau de l'Occident. Hein. La crise de pandémie nous a coûté 30% du marché des petites et moyennes. Merci, M. Gervais. Merci, monsieur. Une autre question. Est-ce que vous pouvez énumérer pour moi les étapes de démarrage? Est-ce qu'une entreprise qui est en étape de démarrage peut faire des prêts? Bon, si vous allez à une banque commerciale, ce qu'on vous demande au prime abord, c'est les états financiers des 3 dernières années. Donc, la faiblesse des services comptables et financiers, il faut dès le début avoir votre plan, il faut avoir votre logiciel prêt, votre plan de comptable installé pour vous permettre de voir ce qui se passe au niveau financier, parce que même si vous êtes comptable, il faut l'avoir parce que bien des fois, le cordonnier est mal chaussé, ça m'est arrivé personnellement. Il faut avoir votre plan de bord financier dès le départ. Les logiciels sont nombreux, vastes, mais il faut démarrer avec ça. On a tendance à avoir ça sur un morceau de papier. Non, systématiser ça dès le départ pour être capable de regarder vos projections, votre courbe financière et par rapport à ce que vous avez budgétisé. Donc, le budget est fondamental. L'idée, évidemment, pour l'étape de démarrage, l'idée, la créativité, bon, c'est ce qui germe dans votre esprit pour qui vous permet de vous lancer dans cette aventure. Donc, il faut cette idée au départ. Il faut l'identification du marché. Il faut regarder les yeux ouverts. Chaque besoin du marché, chaque service non fourni, ou bien par l'État, ou bien par le privé, est une opportunité d'affaires. Je vous dirais que la résolution des problèmes que nous avons en collectif sont des sources d'opportunités d'affaires. D'où l'importance des services conseils. Donc, il faut aussi vous accompagner. C'est peut-être une institution qui vend ce service, c'est peut-être un ami qui va contribuer le capital consultation. Okay? Le capital consultation a son pesant d'or. On a tendance à donner énormément de valeur au capital financier, le cash qui est disponible. Mais croyez-moi, le capital conseil est tout aussi important. Quelqu'un qui vous accompagne dès le départ, qui vous dit, qui vous insiste sur votre plan d'affaires, qui insiste. Parce que si vous n'avez pas les états financiers au départ, il vous faut aussi un plan d'affaires qui a une projection sur 5 ans, qui a un flux de trésorerie sur 5 ans. Et je vous dirais une erreur qui est commise par la grande majorité des entrepreneurs, c'est que la valeur patrimoniale de votre entreprise projetée sur 5 ans, qui vous est ramenée à aujourd'hui, n'est pas la valeur de l'entreprise. Il faut calculer la valeur de l'entreprise. La valeur patrimoniale n'est certainement pas la valeur de l'entreprise. Parce qu'il y a ce qu'on appelle le sweat equity que vous y avez. Les années que vous avez passées à germer cette idée dans votre tête, la mise en application, tous les gens qui ont contribué, la famille qui vous a conseillé,
tout ça a une valeur, ce qu'on appelle le sweat equity. Il faut le capitaliser, il faut aussi l'amortir. Si vous avez recours au service conseil ou bien une autre compagnie, ce montant, vous pouvez l'amortir. Ça fait partie des frais de premier établissement. Donc, ça réduit la charge financière parce que vous pouvez la déduire de votre état d'exploitation. C'est une provision que vous pouvez déduire. Alors, bien évidemment, la nuance entre le flux et la marge, l'état d'exploitation, vous ne pourrez pas déduire l'amortissement du flux de trésorerie, c'est parce que ce n'est pas une dépense réelle. On verra ça la prochaine fois, à la prochaine session. Mais il est extrêmement important de capitaliser sur le sweat equity. Très bien, merci Leslie. Ce sera la dernière question à laquelle M. Gervais va répondre. Quel statut juridique conviendrait le mieux? Ça, c'est une excellente question. Je la référais vraiment à un avocat conseil. Déjà là, si vous avez un avocat conseil qui vous aide, un ami avocat, vous pouvez encore capitaliser le service parce que, regardez, il vous l'a donné gratuitement, mais comptabilisez ça. Moi-même, j'aime bien, la société anonyme va être trop chère. Il vous faut 5 000 $ US et le temps que ça prend pour la mise en place, c'est beaucoup coûteux. Le non collectif a ses avantages et désavantages parce que vous êtes responsable collectivement, non pas seulement par rapport à votre quote-part de l'entreprise. Vous avez 30%, et dès que vous signez le billet à ordre dans une banque, vous êtes responsable conjointement pour la totalité du montant. Et d'habitude, les banques iront vers celui qui a la meilleure assiette financière parce que c'est lui qui a la plus grande capacité de rembourser. Donc, utilement, l'entreprise en collectif, vous avez 30%, est responsable du 100% de l'emprunt. L'entreprise personnelle vous engage et tout le processus. Ce n'est même pas la peine de signer une caution personnelle, vous êtes déjà engagé. Donc, il faut comprendre la nature de chaque entreprise avant de lancer. Moi, j'aime bien l'entreprise en commandite simple. Parce que là, vous avez un commanditeur, un commandité. D'accord? Le commandité, c'est vous qui avez l'idée, qui démarrez. D'accord? Et le commanditeur, c'est celui qui finance, qui ne participe pas nécessairement à la gestion de la compagnie. D'accord? J'aime bien ce modèle. Mais là encore, il faut comprendre que lorsque vous signez le billet à ordre, vous êtes responsable. Bon, de toute façon, nous avons affaire à des gens sérieux qui, déjà, votre participation aujourd'hui, je vous félicite, de vous remercie, montre que vous êtes intéressé à continuer avec votre formation et à partager entre vous des idées et de là étant, améliorer l'apport que vous faites à l'entreprise. D'accord? Donc, je suis sûr que lorsque vous signez un billet à ordre, vous êtes quasiment responsable de ce passif. D'accord? Parce que le caractère, on parlera de ça au niveau de crédit. Je vais introduire cette notion dans les caractéristiques de crédit. Qu'est-ce que regardent les banques lorsque vous présentez votre projet? Je crois que c'est un ajout intéressant pour vous autres qui allez contempler le financement de votre projet. Je vous dirais qu'il y a, je peux aller des 3C au 5C. Il y a le 3, il y a le caractère, c'est vous. Ça résume la compétence, le sérieux, l'historique. Donc, la facture d'électricité que vous négligez, on peut vous demander les factures des 6 derniers mois. Donc, la carte de crédit, les états de compte montrent à chaque fois combien de fois vous avez été en retard. Et je peux vous dire aussi que le système de référence de crédit au niveau de la Banque centrale, le BIC, est très précis aussi après 3-4 ans d'expérience. Donc, il n'y a pas une banque qui ne consulte pas ce registre pour savoir c'est quoi la tenue de vos obligations sur une base régulière. Et toutes les entreprises, que ce soit les banques, maintenant les institutions financières comme la Sofides, rapportent l'expérience de leur clientèle, de leur portefeuille. Donc, l'information est disponible. Et dès que vous avez une note négative, ça réduit de 50% de risque d'être octroyé ce crédit. D'accord? Donc, il y a tout ça qu'il faut prendre en compte pour le financement. Mais on parlera de crédit. À part le caractère, il y a quand même le capital qui est un deuxième C. D'accord? Et il y a la capacité de remboursement qui est le troisième C. Parce que tout, le caractère et les capitaux conduisent à la capacité de payer. Donc, ceci, les 3 éléments de base. Il y en a 5. On regardera les 2 autres à la prochaine fois. Merci beaucoup, Leslie. Commentaire qui est de Cassandra Méhu, qui remercie pour cette brillante intervention. Elle a quand même une question, on va la poser, mais je veux quand même ajouter qu'entre-temps, nous avons également lancé notre sondage pour recueillir vos impressions par rapport à cette intervention.
de ce matin. Vous avez également pu remarquer que M. Gervais vous rappelle à chaque fois qu'à sa prochaine intervention, il pourra intervenir sur certaines notions. Ceci me permet de vous rappeler que le 8 avril prochain, il sera encore avec nous pour aborder le deuxième sujet, toujours dans cette même thématique, qui est, je vais rappeler la thématique, qui est l'importance des services conseils. Et le deuxième sujet qu'il abordera, ce sera le cycle de financement. Donc, à ce moment-là, il va revenir sur certaines notions qu'il a tout simplement effleurées au cours de son intervention. Donc, pour revenir à la question de Cassandre Meillu, c'est comment changer la taille d'une petite et moyenne entreprise, quels sont les mécanismes prioritaires à mettre en avant dans le secteur de la construction, surtout face à l'instabilité actuelle. Ce sera vraiment la dernière intervention. Je vous encourage parallèlement quand même à remplir le questionnaire. Merci pour cette excellente question. Évidemment, la première réponse, c'est que c'est une question en elle-même. Pourquoi changer de taille? Est-ce que vous avez identifié un marché? Est-ce que vous êtes capable de subvenir à ce besoin? Je dois vous dire, par exemple, la cimenterie nationale a une capacité installée de 650 000 tonnes et aujourd'hui, elle en a vendu davantage. Donc, à un moment donné, elle est déjà au maximum. Alors, il y a ce qu'on appelle aussi au niveau d'immobilisation, si vous avez fait face à cette situation, c'est qu'il y a un ratio qui s'appelle le ratio de vétusté. C'est la capacité immobilisée à pouvoir assurer la pérennité de votre entreprise. Ça se calcule très simplement. On prend l'immobilisation nette qu'on divise par l'immobilisation brute, d'accord? Et ça vous donne un certain pourcentage. Si vous êtes en dessous de 50%, ça veut dire qu'il faut penser à investir davantage dans votre capacité opérationnelle. Donc, c'est là que le CAPEX, Capital Expenditure, intervient. Donc, la réponse à cette question, oui, à ce besoin, il faut tout de suite immobiliser. D'accord? Mais si le besoin, donc il faut un financement additionnel, si les fonds propres qui ont été dégagés au fil des années sont insuffisants pour pouvoir faire cet investissement. Alors, je dois vous dire aussi, même si vous aviez assez suffisamment de fonds pour investir, la notion de levier qu'on va aborder aussi est fondamentale parce que lorsque vous empruntez, le coût de financement est moins élevé. La première chose. Deuxièmement, il n'y a rien comme l'argent des autres, hein. Alors, de manière mesurée, bien évidemment. Alors, comme un levier financier, il faut garder en tête, c'est parce que vous voulez aussi atteindre la taille qu'il faut pour avoir le levier opérationnel qui vous permet d'être plus rentable et plus efficace. Et à ce moment, vous dégagez encore plus de richesses et votre croissance est ainsi justifiée et garantie. Donc, ce seraient les raisons pourquoi vous l'aborderez de cette manière. Moi, nous avons tendance aussi à être propriétaire de toutes les entreprises à 100%, alors qu'un actionnaire minoritaire gérant une entreprise peut tout aussi bien conduire à bien une entreprise et à ce moment ouvrir le capital. Il y a la grande peur d'introduire quelqu'un parce que nous avons culturellement pas une culture d'association. Je comprends bien ça, mais il n'y a pas que ça au niveau de l'actionnariat. Il y a aussi les actions privilégiées. À ce moment, vous garantissez un revenu fixe sur les actions privilégiées et vous pouvez déterminer les caractéristiques aussi. Et, par exemple, il faut 2 actions privilégiées pour avoir un vote. Donc, quelqu'un qui achèterait 40% de votre société aurait droit seulement à 20% des votes, par exemple. Il participe toujours au profit de la compagnie et prend le risque avec vous. Si vous êtes rentable, il s'est adhéré à la politique de dividendes, donc il est d'accord de la manière que les profits vont être répartis. Vous pouvez vendre des obligations. Donc, nous sommes peut-être l'un des rares pays, par exemple, au niveau du secteur public. Il n'y a aucune mairie actuellement capable de vendre une obligation. C'est l'immobilisation dont elle a besoin pour pouvoir fournir le service dans la communauté qu'elle dirige. Alors là, je me pose toujours la question, pourquoi nous avons le fonds des collectivités territoriales qui est davantage utilisé à des fins politiques qu'à des fins de développement de la mairie. Donc, c'est tout à fait normal et logique qu'au niveau de votre mairie, vous n'avez pas de service. Donc, la notion de service et du financement des services devait être révisée au niveau de notre société de manière générale. Donc, une obligation, c'est ce qu'on appelle le municipality bonds. La municipalité de Delma, vous avez vu les travaux du maire jeudi,
l'amélioration, l'embellissement d'Elma. On pourrait comparer ça, peut-être la mairie qui est la plus rentable aujourd'hui, comparée à celle de Pétionville, qui devrait être nécessairement la plus rentable, compte tenu du pouvoir d'achat qui existe à Pétionville. Je vous dirais que le service est tout à fait exécrable. Et ça, c'est une évaluation personnelle. Maintenant, pour l'entreprise spécifique, que je crois que l'ingénieur Méhul parle, parce que je la connais, bon, l'un des problèmes auxquels elle fait face aujourd'hui serait, premièrement, les appels d'offres où il y a énormément de cautions qu'il faut sécuriser et aussi sa participation sur pas mal de chantiers. Alors, je me permets de parler de son entreprise, où il faut, par exemple, être sur plusieurs appels d'offres. Absolument. Il faut être sur plusieurs appels d'offres. Alors, j'ai un cours que je fais de financement, que je fais aux banques, que je fais avec les officiers de crédit, comment financer les entreprises de construction. C'est peut-être une thématique à développer en allant de l'avenir. Il est déjà 11h20. En allant de l'avant. Donc, il faut être sur plusieurs chantiers et présenter les offres. On n'allait pas nécessairement sécuriser l'offre. Et une fois que vous l'avez sécurisé, il faut l'avance de démarrage, il faut la caution de bonne exécution, il faut aussi la caution de retenue. Tout ça, ce sont des facilités financières auxquelles une compagnie doit avoir accès pour pouvoir sécuriser son marché. Donc, et maintenant, si vous avez des besoins d'équipement, il faut les financer aussi. Donc là, c'est devenu plus facile. Il y a la SOGEFA qui finance ça assez rapidement, et puis il y en a d'autres aussi. C'est peut-être pas le forté de la Sofides, mais ils le font aussi. Il y a des banques qui ont, la Unibank le fait, la BUH le fait. Il y a les institutions financières qui financent les équipements. C'est peut-être le financement le plus facile, le plus connu en Haïti parce que la garantie est évidemment l'équipement lui-même et nous avons un processus légal qui permet de saisir assez rapidement. Donc, j'ai le signal de Mme Lucien, mais on peut regarder ça ensemble et pourquoi pas se réunir après les webinaires. Il y a une enceinte au niveau de Sophie Conseil qui est en train d'être préparée et là, les gens qui seront membres de Sophie Conseil pourront accès à avoir. Alors, je suis en train de préparer un projet pour la Sophie Conseil et pourquoi pas en discuter des problèmes que nous avons. Et je vous dirais qu'une association de petites et moyennes entreprises a toute sa valeur. Vous pourrez donner la parade aux grandes associations et des chambres de commerce qui peut-être ne vous permettent pas de vous exprimer et de garantir la satisfaction de vos services. Donc, j'ai ça en toile de ligne avec vous, en toile de fond, projet que nous pourrons initier et discuter ensemble. Et je suis sûr que Sophie Conseil serait là pour vous accompagner dans cette démarche. Je dois vous laisser parce que nous sommes déjà à 11h20, mais c'est un plaisir de partager mes expériences avec vous dans ce format. Mais croyez-moi, le champ des moyennes petites entreprises est extrêmement large. J'ai pris la peine, et je ne sais pas si j'ai réussi à vous présenter ça de manière succincte pour pouvoir partager avec vous mes expériences et mes connaissances et faire encore mieux la prochaine fois en regardant le financement. Merci à vous tous pour vos questions et à bientôt. Merci beaucoup, Leslie, d'avoir été là avec nous ce matin, d'avoir pris le temps d'animer ce webinaire pour nous. Merci également aux participants d'avoir pris le temps de participer. Pour ceux qui n'ont pas encore voté, merci de le faire. Donc, nous vous rappelons que le prochain rendez-vous, ce sera pour le 8 avril. Donc, nous vous attendons et nous vous invitons également à encourager vos amis et autres à s'inscrire au prochain webinaire. Donc, encore une fois, merci et nous vous souhaitons une bonne fin de journée.